Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Tiltum. C'est un jeu qui a été édité en 2022 par Board & Dice et qui a été traduit en français par Pixie Games. Le jeu est d'ailleurs distribué au Québec par Ilo Games. On voudrait d'ailleurs remercier Board & Dice qui nous a envoyé cette copie de jeu qu'on puisse l'essayer pour vous le présenter en vidéo. C'est un jeu des auteurs Simone Luciani et Daniel Tacchini qui se joue de 1 à 4 joueurs. On a donc un mode solo qui est même designé par le maître des modes solo, Monsieur David Turgi. C'est un jeu dont les parties vont durer environ 60 à 120 minutes. Le but du jeu va être de faire le plus de points de victoire. C'est un jeu euro avec un système d'action basé sur du draft de dés. Donc les dés qu'on va recruter vont nous donner des ressources et vont nous donner accès à certaines actions qui vont nous permettre de les faire et d'essayer de progresser dans le jeu pour marquer des points. On va d'ailleurs faire des contrats, on va se promener sur une carte avec notre marchand pour pouvoir y placer des maisons, participer à des foires pour marquer des points. On a aussi un architecte qui va se promener pour participer à la construction des cathédrales. On va avoir aussi des objectifs à la fin de chaque manche, des objectifs de fin de partie. Bref, une grosse salade de points euros. Donc, Tiltum, je vous montre comment on joue. Ensuite, je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est lundi, on vous donne une question de jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de janvier 2023. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau au milieu de la table. On va ensuite placer la roue d'action dans son emplacement dans le haut du plateau et on peut la placer dans n'importe quelle direction tant qu'il y ait une action qui est alignée avec chaque numéro de dés sur la roue. Si ce n'est pas votre première partie, vous pouvez utiliser les tuiles actions pour les placer de façon aléatoire autour de la roue pour changer le positionnement des actions les unes par rapport aux autres. Mais pour une première partie, on vous conseille de les laisser de côté et de simplement utiliser les actions qui sont imprimées sur le plateau. On va ensuite mélanger les tuiles villes et on va en placer 3 sur les emplacements dans le haut du plateau et les autres seront remises dans la boîte de jeu. On va ensuite les retourner pour voir les villes qui vont indiquer les différentes foires dans les manches de la partie. On va donc aller prendre les jetons d'ordre de foire qui sont numérotés de 1 à 4 en chiffres romains et on va aller placer les numéros en ordre selon les villes où il y aura les foires dans la partie. Donc le numéro 1 sera toujours sur la ville de Tiltum, puisque c'est là que les joueurs vont commencer la partie. C'est la ville qui est ici. Ensuite, on va avoir la foire numéro 2 sera à Strasbourg. On va donc placer le jeton numéro 2 dans cette ville. La foire numéro 3 à Londres et la foire numéro 4 à Bordeaux. On va ensuite prendre les tuiles foire et on va en placer une face visible sur chacun des objectifs en dessous des jetons ville. Ce sera la manière de marquer des points dans cette foire si jamais on est présent dans cette ville. Les autres tuiles foire seront remises dans la boîte de jeu. Dans toutes les villes qui ont des images de cathédrales, on va aller prendre les jetons cathédrales correspondants et on va aller les placer en ordre décroissant de points de victoire, donc celui qui vaut le plus de points de victoire sur le dessus et celui qui en vaut le moins en dessous. Dans une partie à 2 joueurs, on a seulement besoin des 2 jetons de plus haute valeur et on va aller les placer dans leurs villes respectives selon l'image de la cathédrale. On va aussi venir placer de façon aléatoire une tuile coût de construction à chaque emplacement de cathédrale. Et parmi les tuiles coût de construction, il y aura une tuile avec un X. Cela veut dire qu'on va retirer de la partie cette tuile ainsi que la cathédrale de cette ville. On va se faire une réserve avec les jetons points d'action et on va aussi faire une réserve avec tous les jetons de ressources. Il y en a 5 types. On a la laine, la nourriture, l'or, le fer et la pierre. On va ensuite séparer les tuiles par type. Il y a les tuiles contrat, les tuiles personnages et les tuiles bonus. On va ensuite retirer les tuiles pour 3 et 4 joueurs de chaque type. On va les retirer de la partie et on va former des réserves face cachée avec les autres tuiles. De la réserve de tuiles bonus, on va aller placer face visible une tuile sur chacune des actions autour de la roue d'action.
On va aussi en placer une sur l'emplacement de la piste du roi sous la couronne. Et toujours avec les tuiles bonus, on va en placer une dans chacun des emplacements dans les villes du plateau, dans les cases qui correspondent au nombre de joueurs. Donc comme on joue seulement à 2 joueurs, on va ignorer les cases où c'est écrit 3+ et 4 joueurs. De la réserve de tuiles contrat, on va aller révéler 5 tuiles contrat sur les emplacements du marché des contrats. C'est là que les joueurs pourront les recruter pendant la partie. On va aussi faire la même chose, mais cette fois-ci avec les tuiles personnages. On va en placer une dans chaque emplacement pour former le marché des personnages que les joueurs pourront recruter au début de la partie. On va aussi mélanger les jetons de corruption et on va les placer sur le plateau à leur endroit respectif pour former une pioche. Et on va révéler face cachée les 3 premiers jetons sur les emplacements juste à côté. On va séparer tous les dés par couleur, il y a 5 couleurs au total, et on va seulement garder un dé de chaque couleur par joueur. Donc comme on est dans une partie à 2 joueurs, on va retirer de la partie 2 dés de chaque couleur, et nos 10 dés restants seront placés à l'intérieur du sac pour former notre réserve de dés. Chaque joueur va se choisir une couleur, va prendre un plateau marchand ainsi que les pièces à sa couleur. Il aura 7 piliers à sa couleur. Il va en placer 5 dans les 5 premiers emplacements de contrat dans le haut de son plateau. Il va recevoir 8 maisons. Il va en placer 5, une dans chaque emplacement sur les maisons de son plateau marchand. Et il va garder les 3 autres maisons ainsi que les 2 autres piliers dans sa réserve personnelle. Il va aussi recevoir ses 5 marqueurs action bonus, son marqueur plus 100 ou plus 200 points de victoire, son pion marchand, son pion architecte et 3 marqueurs à sa couleur. Les joueurs vont ensuite prendre une des maisons de leur réserve, leur pion marchand et leur pion architecte, et vont tous les placer sur la ville de départ, qui est la ville de Tiletum, sur le plateau principal. On va ensuite déterminer un premier joueur au hasard et il va recevoir le jeton de la Rose des Vents. Tous les joueurs vont commencer la partie avec une ressource de fer, une ressource de pierre, une ressource de nourriture et une ressource de laine. Ensuite, on va recevoir un certain nombre d'or selon notre ordre de début de partie. Donc, le premier joueur, lui, va commencer avec un jeton d'or et le deuxième joueur avec 3. On va ensuite prendre nos 3 marqueurs de couleur et on va aller les placer à leur endroit respectif sur le plateau principal. Le premier sera placé sur la case numéro 10 de la piste de score qui est autour du plateau. Le deuxième sera placé sur la piste d'initiative. On va donc placer le joueur orange dans la position 1 et le joueur vert dans la position 2 pour indiquer l'ordre de tour de jeu à la première manche. Et le troisième sera placé sur la case 0 de la piste du roi, en plaçant le joueur qui joue en premier en dessous, donc le joueur orange en dessous et le joueur vert par-dessus. Une partie de Tiletum se joue en 4 manches. À chaque manche, on va aller placer un certain nombre de dés qu'on va lancer et placer dans la roue d'action selon les résultats obtenus sur les dés. Ensuite, à tour de rôle, les joueurs vont chacun jouer 3 tours d'action où ils vont aller recruter un dé dans la roue d'action qui va leur donner des ressources selon la couleur et le numéro indiqué sur le dé. Et ensuite, ils vont pouvoir exécuter l'action qui est vis-à-vis ce dé-là un certain nombre de fois selon les nombres qui sont sur la roue d'action. On pourra prendre des actions pour avancer sur la piste du roi. On pourra déplacer notre marchand ou notre architecte sur la carte pour aller visiter les différentes villes, aller placer des maisons, placer des piliers, aller ramasser des tuiles bonus, aller aussi essayer de scorer les objectifs de fin de manche qui sont les foires. On va aussi essayer de contribuer à la construction des différentes cathédrales sur le plateau. On va recruter des tuiles personnages pour les placer dans les maisons de notre plateau marchand et on va aussi essayer d'accomplir des contrats avec différentes ressources pour marquer des points. À la fin des 4 manches de jeu, on va passer au décompte final des points et le joueur qui aura marqué le plus de points sera déclaré vainqueur. Chaque manche se sépare en 5 phases. La première phase est la phase de préparation. C'est dans cette phase qu'on va mélanger tous les dés qui sont dans le sac et on va aller en piocher un certain nombre selon le nombre de joueurs dans la partie. Pour notre partie à 2 joueurs, on va aller piocher un total de 8 dés à l'intérieur du sac. On va ensuite les lancer et on va aller les placer selon leurs résultats dans la roue d'action vis-à-vis l'action où il y a la valeur obtenue par le dé. Donc on va avoir les numéros 2 vis-à-vis l'action de l'architecte, le numéro 1 vis-à-vis l'action du marchand, le numéro 6 vis-à-vis l'action du roi,
le numéro 4 vis-à-vis l'action de contrat et le numéro 5 vis-à-vis l'action Joker. On passe ensuite à la deuxième phase qui est la phase d'action. C'est dans cette phase que les joueurs vont jouer à tour de rôle et chaque joueur va jouer 3 tours de jeu dans la phase d'action. On commence toujours par le joueur qui est en possession du jeton rose des vents, c'est le premier joueur, et avant d'exécuter sa première action, il va aller retourner le premier jeton corruption qu'on avait placé face cachée, et on va reculer les jetons sur la piste du roi de la valeur indiquée par le jeton, qui est soit 0, 1 ou 2. Dans ce cas-ci, on va reculer les 2 jetons de une case vers la zone négative, et on va conserver l'ordre des jetons. Ensuite, le premier joueur peut sélectionner un dé pour exécuter son action pour ce tour de jeu. Il peut prendre n'importe quel dé qui est autour de la roue d'action et il peut même décider de payer 2 pièces d'or pour pouvoir augmenter ou diminuer de 1 n'importe quel dé sur la roue et on peut exécuter cette action de payer 2 pièces plusieurs fois si on le veut et si on a les pièces pour le faire. On pourrait même transformer un 6 en 1 ou transformer un 1 en 6. Si on décide d'augmenter ou de diminuer la valeur d'un dé, on va physiquement déplacer ce dé et le placer sur sa nouvelle valeur juste avant de le prendre, ce qui va changer le nombre de ressources et l'action qu'on va exécuter. Lorsqu'on recrute un dé, ça va avoir 2 impacts sur notre tour de jeu. Le premier, c'est qu'on va générer un certain nombre de ressources qui seront du type qui est la même couleur que le dé qu'on va choisir. Donc, si je prends les dés bleus, je vais gagner du fer. Si je prends le dé jaune, je vais gagner de l'or. Si je prends les dés gris, je vais gagner de la laine. Si je prends un dé rose, je vais gagner de la nourriture. Et si je prends un dé gris foncé, je vais gagner de la pierre. Et le nombre de ressources qu'on va gagner sera égal à la valeur du dé. Donc, si je choisis le 5 gris foncé, je vais gagner 5 ressources de pierre. Mais si je choisis le 4 rose, je vais gagner 4 ressources de nourriture, et ainsi de suite. Une fois qu'on aura gagné nos ressources, on va pouvoir exécuter des actions. On va regarder sur la roue d'action, l'endroit où on a pris le dé va être associé avec un des symboles d'action, donc soit le marchand, l'architecte, les personnages, les contrats, l'action Joker ou l'action du roi. On va gagner un certain nombre d'actions qu'on pourra dépenser dans cette action et le nombre de points d'action est écrit juste en parenthèse en dessous des valeurs des dés et ça équivaut à 7 moins la valeur du dé. Donc si je recrute un dé avec une valeur de 2, je vais gagner 2 ressources, mais je vais pouvoir exécuter 5 points d'action dans l'action d'architecte. Si je prends le dé rose qui est ici, je vais gagner 4 ressources de nourriture et je vais pouvoir exécuter l'action de contrat avec 3 points d'action. De plus, lorsqu'on recrute un dé, s'il y a encore une tuile bonus de disponible, le joueur a le choix de la prendre s'il a de la place dans son entrepôt. Donc, comme exemple, mon joueur orange décide de prendre le dé de valeur 1 qui est bleu pâle. Il va gagner donc une ressource de fer. Il va pouvoir placer le dé sur son plateau personnel. Il va pouvoir exécuter l'action de marchand avec 6 points d'action. Et il va pouvoir prendre la tuile bonus qui est ici et la placer aussi sur son plateau personnel. Donc le joueur va placer le dé dans le premier emplacement dans le bas de son plateau marchand. Il va ensuite gagner la ressource de fer puisque c'est un dé bleu pâle de valeur 1. Il va gagner une ressource et il va prendre la tuile bonus et va la placer sur un des 4 emplacements de son entrepôt. Tout au long de la partie, les joueurs vont faire différents effets de jeu pour gagner des tuiles et à chaque fois qu'on va gagner une tuile, on doit la placer dans un emplacement libre de notre entrepôt. Si jamais notre entrepôt est plein, qu'on a déjà 4 tuiles sur notre plateau, à ce moment-là, on ne peut pas gagner de nouvelles tuiles. Et les tuiles qui sont dans notre entrepôt ne peuvent jamais être défaussées. On devra donc les utiliser et les jouer pour pouvoir les enlever de l'entrepôt. Et maintenant, mon joueur est prêt à dépenser ses 6 points d'action dans l'action de marchand. Il y a 3 façons de dépenser nos points d'action dans l'action de marchand. Pour un point d'action, on peut déplacer notre pion marchand d'une case adjacente en suivant les routes qui sont sur le plateau. Donc avec une action, je pourrais bouger mon marchand et l'envoyer dans cette ville. On peut aussi dépenser un point d'action pour pouvoir prendre une tuile qui se trouve dans la ville où est présentement notre marchand. Donc avec un point d'action, je pourrais gagner la tuile de blason ici et aller la placer sur mon plateau personnel dans un emplacement libre de mon entrepôt.
J'ai donc 2 points d'action de dépenser sur mes 6. Je vais en utiliser 2 autres pour faire 2 déplacements. Je vais aller dans la ville qui est là avec un 3e point et dans la ville qui est ici avec un 4e point d'action. Je vais utiliser mon 5e point d'action pour ramasser la tuile qui est ici et aller la placer sur une case libre de mon entrepôt. Et je vais utiliser ma 6e action pour pouvoir faire le 3e type d'action qui est de placer une maison qu'on prend dans notre réserve et on va la placer dans l'emplacement de maison de la ville où se trouve notre marchand. Les emplacements pour placer des maisons sont en quantité limitée et comme on joue à 2 joueurs, on ne peut pas utiliser les emplacements pour 3 et 4 joueurs. Donc beaucoup de villes auront seulement un emplacement dans une partie à 2 joueurs. Certaines villes vont aussi nous donner des bonus lorsqu'on va placer une maison. C'est le cas de certaines villes où il y a une valeur de points de victoire. Donc si je place une maison ici, je gagnerai 7 points de victoire. Et on a une action bonus ici. Si je place une maison à cet emplacement, je vais pouvoir réactiver toutes les tuiles de personnages dans une des maisons de mon plateau marchand. Et un joueur ne peut jamais poser plus d'une maison sur la même ville. On passe ensuite au tour du joueur vert qui va décider d'aller prendre le dé qui est ici. Il va donc gagner 2 ressources de laine. Il va aller exécuter 5 points d'action dans l'action de l'architecte et il va aller prendre la tuile bonus qu'il va placer dans son entrepôt. Donc il va placer son dé sur son plateau, va gagner ses 2 ressources de laine et va prendre sa tuile bonus qu'il va placer dans son entrepôt. Et ensuite, il va dépenser ses 5 points d'action dans l'action d'architecte. Le fonctionnement de l'architecte est très semblable à celui du marchand. Donc, pour 1 point d'action, on peut déplacer notre jeton d'architecte d'une ville en suivant les chemins sur le plateau. Je vais dépenser un 2e point d'action pour me déplacer à nouveau. Je vais ensuite dépenser 1 point d'action pour ramasser une tuile qui est dans la ville où se trouve présentement mon architecte. Donc, je vais aller la placer sur une des cases libres de mon entrepôt. Je vais dépenser mon 4e point d'action pour me déplacer à nouveau dans cette ville. Et je vais utiliser mon 5e et dernier point d'action pour faire la 3e action possible, c'est-à-dire de prendre un pilier qui est dans ma réserve personnelle et le placer sur un des emplacements de piliers de cette ville. Seulement les villes où il y a des cathédrales ont des emplacements pour les piliers. Les emplacements pour les piliers sont aussi en quantité limitée et un joueur ne peut pas placer 2 piliers de sa couleur dans la même ville. Lorsqu'on revient au tour du joueur orange, avant qu'il fasse sa sélection de dés et son action, il va aller retourner le 2e jeton corruption. Donc ici, c'est un jeton de -2. On va donc reculer les marqueurs sur la piste du roi de 2 cases. Et maintenant, mon joueur orange va aller sélectionner son dé. Il choisit le dé rose avec une valeur de 4 qui est ici. Il va donc gagner 4 ressources de nourriture et il va pouvoir exécuter l'action de contrat avec 3 points d'action tout en ramassant cette tuile bonus. Donc, il va placer son dé dans le 2e emplacement de son plateau marchand. Il va gagner ses 4 ressources de nourriture. Et il va ensuite prendre la tuile bonus pour le dernier emplacement dans son entrepôt avant de faire ses 3 points d'action dans l'action de contrat. On peut faire 2 sortes d'actions avec les points d'action de l'action de contrat. On peut premièrement aller recruter des tuiles de contrat en payant le nombre d'actions qui est indiqué juste en dessous de chacune des tuiles. Et la deuxième chose qu'on peut faire, ce sont des échanges de ressources à un ratio de 1 ressource contre une autre. Mais comme on peut le constater, je ne peux pas recruter de tuiles de contrat présentement puisque je n'ai pas de place libre dans mon entrepôt. Je devrais donc libérer de la place avant d'aller me chercher un contrat. Avant ou après avoir dépensé un point d'action, les joueurs peuvent effectuer ce qu'on appelle des tâches qui sont des actions gratuites et une de ces actions est d'utiliser l'effet d'une des tuiles qui se trouve dans notre entrepôt. Certaines tuiles vont demander de payer un coût en ressources alors que d'autres n'en ont pas. Par exemple, je pourrais utiliser la tuile qui est ici, qui est une tuile d'assistant, et je vais utiliser son effet immédiatement. Elle va me donner 2 ressources de pièces d'or et elle va me donner 2 points de victoire. Je vais donc avancer de 2 sur la piste de score et on va retirer cette tuile de la partie. Et maintenant, j'ai un emplacement libre, donc je peux aller dépenser des points d'action de contrat pour aller me prendre une tuile de contrat. Je vais décider d'aller chercher la tuile qui est ici, qui coûte 1 action de contrat. Donc, pour 1 action, je vais prendre la tuile et la placer dans l'emplacement libre de mon entrepôt. À chaque fois qu'on prend une tuile de contrat, on ne rafraîchit pas tout de suite les emplacements libres. Pour mes 2 points d'action restants, je vais aller faire des échanges. Donc, je pourrais décider pour ma deuxième
action de prendre un jeton d'or et de l'échanger contre un jeton de laine. Lorsqu'on fait une action de contrat pour faire un échange, la première fois qu'on fait un échange, on va aussi gagner une ressource de notre choix. Donc, je pourrais décider de gagner une laine en bonus. Et comme deuxième échange, avec mon troisième point d'action, je pourrais décider d'échanger une autre ressource d'or pour obtenir une autre ressource de laine. Mais comme c'est mon deuxième échange, je n'obtiens pas la ressource bonus à ce moment-là. Lorsque j'ai fini de dépenser mes points d'action et que j'ai terminé mon tour de jeu, on va glisser toutes les tuiles de contrat restantes vers la droite et on va aller placer une nouvelle tuile contrat dans l'emplacement libre à la gauche. Comme on peut voir, il y a aussi des tuiles de blason qui se retrouvent parmi les tuiles contrat. On revient au tour du joueur vert qui, lui, veut faire l'action de personnage, mais on voit qu'il n'y a pas de dé présentement dans cet emplacement de la roue d'action. Il peut payer 2 pièces d'or de sa réserve pour pouvoir augmenter ou diminuer la valeur d'un dé de 1. Il va donc augmenter la valeur du dé gris pâle qui est ici et la faire passer à 3 pour qu'on déplace le dé à cet emplacement. Et il va évidemment recruter ce dé, il va donc gagner 3 ressources de laine, il pourra exécuter l'action de personnage avec 4 points d'action et il va gagner la tuile bonus qui se trouve ici. Il va donc placer son dé dans son deuxième emplacement, prendre ses 3 ressources de laine et il va placer sa tuile bonus dans son entrepôt. Ensuite, il va pouvoir faire ses 4 actions de personnage. On peut dépenser nos points d'action de personnage de 3 façons. La première est d'aller recruter des tuiles personnages parmi les 5 qui sont disponibles au marché. Chaque tuile demande une action pour être recrutée, contrairement au contrat. Donc, en dépensant un point d'action, je pourrais prendre la tuile personnage qui est ici, elle et la placer dans mon entrepôt. Contrairement au contrat, à chaque fois qu'on va recruter une tuile personnage, on va immédiatement la remplacer par une nouvelle de la réserve. La deuxième chose qu'on peut faire avec nos points d'action de personnage, c'est d'aller utiliser cette action ici pour pouvoir défausser toutes les tuiles qui se trouvent au marché et les remplacer par des nouvelles. Les tuiles défaussées seront remélangées dans la réserve. Et la troisième chose qu'on peut faire avec nos points d'action de personnage, ce sont de les dépenser pour venir prendre les tuiles personnages de notre entrepôt et les placer dans les emplacements de maison de notre plateau marchand. Selon l'emplacement où on veut le placer, on va devoir payer un certain nombre d'actions, donc 3 points d'action pour le placer dans l'emplacement de la troisième rangée, 2 points d'action pour les emplacements de la deuxième rangée et seulement 1 point d'action pour les emplacements de la première rangée. Je pourrais donc utiliser mes 3 points d'action restants pour prendre ma tuile personnage et la placer dans l'emplacement de la troisième rangée. Lorsqu'on place une tuile personnage dans une de nos maisons, on va activer immédiatement son action bonus qui va être différente pour chaque tuile. Dans ce cas-ci, on voit que c'est l'icône de l'action de contrat et qu'il y a un 3, c'est-à-dire qu'on va immédiatement pouvoir faire 3 actions de contrat, on va pouvoir dépenser 3 points d'action dans l'action de contrat. Donc, je pourrais par exemple aller me chercher un contrat avec 2 points d'action et je pourrais utiliser mon 3e point d'action de contrat pour faire un échange. Je vais échanger une ressource de laine contre une ressource de fer et comme c'est mon premier échange de mon tour de jeu, je vais avoir une ressource bonus. Il y a aussi des restrictions à respecter pour le placement des tuiles personnages dans nos maisons. Donc, lorsque je vais avoir placé un type de tuile personnage, c'est-à-dire une image d'un personnage, qui est associé à une des actions, donc ici c'est le personnage pour l'action de contrat, et tous les personnages qui sont associés à cette action auront la même image. Donc, la prochaine fois que je vais placer un personnage qui a cette image-là, je devrais les placer dans la même maison. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs emplacements dans les maisons. Et un joueur ne peut pas placer des personnages identiques dans des maisons différentes. Donc, je devrais placer tous mes personnages de contrat dans cette maison. Je ne peux pas commencer une deuxième maison avec des personnages de contrat. Et il y a des personnages qui sont associés aux autres actions principales du jeu. Donc, on a des personnages qui sont associés avec l'action de personnage. Il y en a qui sont associés avec l'action de marchand. Il y en a qui sont associés avec l'action du roi. Et finalement, on en a qui sont associés avec l'action de l'architecte.
On aura donc, à la fin de la partie, si toutes nos maisons sont remplies, on aura une maison pour chaque type de personnage. Et les effets de ceux-ci, ce sont des effets qui peuvent nous donner des fois des ressources. Donc ici, une ressource de fer, une ressource d'or. On a des effets qui peuvent déplacer de 1 notre architecte, déplacer de 1 notre marchand. On a des effets qui nous permettent de placer ici une maison à l'endroit où se trouve présentement notre marchand. On a des actions qui nous permettent de faire d'autres actions principales. Donc ici, c'est 2 fois l'action du roi. Et ici, c'est gagner une ressource de pierre. De plus, lorsqu'une maison est remplie, donc tous les espaces libres sont remplis par des tuiles personnages. Donc par exemple, ici, les maisons ont seulement un emplacement. Donc dès que je vais placer un personnage dedans, je vais déverrouiller les petites maisons et les placer dans ma réserve personnelle. Et les maisons dans notre réserve pourront être placées sur le plateau avec les actions de marchand. Et on revient au 3e tour du joueur orange et avant de faire sa sélection de dés et ses actions, il va révéler le 3e jeton de corruption. Ici, on a la valeur 0, donc les jetons ne bougeront pas sur la piste du roi. Comme le joueur orange n'a aucun emplacement libre dans son entrepôt, avant de sélectionner son dé, il va activer une tuile d'assistant, il va activer cette tuile-ci, qui va lui donner une action supplémentaire dans l'action qu'il va choisir pour ce tour de jeu. Il va donc choisir le dé de valeur 6 qui est ici, gagnant ici 6 ressources de fer. Il va pouvoir exécuter l'action du roi avec 1 point d'action et il va gagner la tuile bonus qui est ici. Il va placer son dé dans son 3e emplacement de son plateau marchand. Il va prendre ses 6 ressources de fer et il va placer la tuile bonus dans son entrepôt. Et il va alors exécuter l'action du roi et il a seulement 1 point d'action à dépenser dans celle-ci. Mais comme il a joué une tuile pour augmenter son nombre de points d'action de 1, il aura un total de 2 points d'action dans l'action du roi. La seule chose qu'on peut faire avec les points d'action dans l'action du roi, c'est d'avancer sur la piste du roi. Comme j'ai 2 actions, je vais avancer de 2 cases dans la piste du roi. Si jamais on arrive sur la même case qu'un autre jeton, on va se placer par-dessus celui-ci et c'est toujours le jeton qui est en dessous qui aura priorité lorsqu'on va déterminer l'ordre de tour pour la prochaine manche. Ainsi que pour gagner les récompenses de celui qui est le plus loin sur la piste du roi pour gagner une tuile bonus. Et avant de terminer son tour de jeu, mon joueur orange décide d'utiliser la tuile assistant qui est ici, qui va lui donner immédiatement 3 points d'action à dépenser dans l'action d'architecte. Ce qui va lui permettre de se déplacer de une case avec sa première action. Il va ensuite placer un pilier avec son 2e point d'action et il va se déplacer d'une autre case avec son 3e point d'action. Et on revient au tour du joueur vert qui, avant de choisir son dé, va lui aussi décider d'utiliser une de ses tuiles d'assistant puisqu'il n'a pas d'emplacement libre dans son entrepôt. Et il va jouer la tuile ici de plus 3 qui va donc augmenter de 3 points d'action l'action de son choix pour ce tour de jeu. Il va donc recruter le D5 ici. Il va gagner 5 ressources de pierre. Il pourra ensuite exécuter l'action Joker avec 2 points d'action. Et il va gagner la tuile qui se trouve ici. En fait, lorsqu'on sélectionne l'action Joker, on va devoir choisir une autre des 5 actions et on va dépenser tous nos points d'action, dans ce cas-ci 2 points d'action, plus les 3 que j'ai ajoutés avec ma tuile bonus, donc je vais avoir 5 points d'action dans une des 5 actions de mon choix, mais on ne peut pas séparer nos points d'action dans des actions différentes, donc on choisit une des 5 autres actions et on dépense tous nos points dans celle-ci. Le joueur va donc placer son dé dans son 3e emplacement, va gagner ses 5 ressources de pierre et va aller placer sa tuile bonus dans l'emplacement libre de son entrepôt. Je vais donc décider quelle action je vais exécuter avec mes 5 actions Joker. Le joueur vert va tout simplement décider de faire l'action du roi. Il va donc avancer de 5 sur la piste du roi, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et avant de finir son tour de jeu, il va aussi dépenser une tuile d'assistant pour pouvoir faire 2 autres points d'action dans l'action du roi, avançant ici de 2 cases supplémentaires. En plus des actions principales que les joueurs font à l'aide de la roue d'action et du dé qu'ils sélectionnent, les joueurs peuvent effectuer dans leur tour de jeu ce qu'on appelle des tâches qui sont des actions gratuites. Avant, pendant ou après qu'un joueur dépense un point d'action, il peut prendre une pause pour aller exécuter une tâche avant d'aller continuer son tour de jeu en dépensant ses actions principales. Il y a 5 types de tâches que les joueurs peuvent faire. La première tâche est la tâche d'échange de pièces d'or. Donc, pour une action gratuite, une tâche, un joueur peut décider d'échanger 2 pièces d'or contre une ressource de son choix. Le deuxième type de tâche qu'un joueur peut faire, c'est accomplir des contrats.
Pour le faire, on doit avoir une tuile contrat dans notre entrepôt et on doit avoir les ressources demandées par celui-ci. Donc le contrat qui est là me demande 2 ressources de laine et 2 ressources de fer. Je vais dépenser ces ressources, donc 2 laine et 2 fer. Je vais les remettre dans la réserve. Et je vais ensuite placer cette tuile contrat sur l'emplacement le plus à gauche de la piste des contrats de notre plateau marchand. Et on va ainsi déverrouiller les piliers qu'on va pouvoir acheter dans notre réserve personnelle et qui pourront être ajoutés par des actions d'architecte. Lorsqu'on accomplit un contrat, on va marquer les points de victoire qui sont inscrits sur celui-ci. Dans ce cas-là, c'est 6 points de victoire que je vais marquer immédiatement. Plus on va placer des tuiles contrat sur les emplacements de droite, on va avoir des bonus de points qui vont s'ajouter et s'additionner à la valeur du contrat lorsqu'on va le placer sur ces emplacements. Et les joueurs sont obligés de remplir les emplacements de gauche vers la droite. Il y a un total de 6 emplacements pour des contrats, donc un joueur ne peut jamais prendre d'autres tuiles contrat s'il en a déjà 6 sur son plateau joueur. Le troisième type de tâche qu'on peut faire est de participer à la construction d'une cathédrale. Pour ce faire, on doit avoir un pilier qui est dans une ville et on va devoir payer un certain nombre de ressources de pierre telles qu'indiquées sur la tuile construction de la cathédrale. Pour cette tuile, on voit que le coût de construction est de 5 pierres. Donc si le joueur dépense 5 pierres, il peut contribuer à la construction de cette cathédrale, c'est-à-dire qu'il va gagner le jeton qui est sur le dessus de la pile cathédrale et il va marquer les points qui sont sur ce jeton, plus les points qui sont sur la tuile de coût de construction. Dans ce cas-ci, ça fait 4 plus 9, donc le joueur vert marquerait 13 points de victoire. Il va prendre le jeton et le placer dans sa zone de jeu et il va dépenser ses 5 ressources de pierre. Un joueur ne peut pas contribuer 2 fois à la même cathédrale, et c'est pour cela qu'on garde les jetons pour se rappeler quelle cathédrale on a fabriquée pendant la partie. Donc l'autre joueur pourrait en cours de partie venir contribuer à cette cathédrale, mais il va marquer moins de points de victoire puisque les autres jetons cathédrales valent moins de points de victoire que ceux qui sont sur le dessus. Le quatrième type de tâche est d'aller placer des jetons de blason qui sont dans notre entrepôt dans les emplacements qui sont sous les maisons de notre plateau marchand pour pouvoir activer les bonus instantanés. Pour faire cette tâche, on doit dépenser un certain nombre de ressources de nourriture dépendamment de l'emplacement où on veut placer le blason. Et chaque emplacement a un bonus instantané qui est différent. Donc dans ce cas-ci, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 ressources de nourriture que je vais dépenser. Et je vais aller placer mon blason sur l'emplacement qui est ici. Et je vais activer immédiatement cet effet qui me permet de déplacer mon marchand dans n'importe quelle ville du plateau principal. On peut placer un blason même s'il n'y a pas de personnage dans la maison. Il n'y a pas d'ordre dans lequel on doit remplir les maisons. Pour les autres effets des autres maisons, pour la première maison, pour 6 nourritures, on peut aller placer une maison de notre réserve dans n'importe quelle ville du plateau. Ici, pour 6 nourritures, on peut placer un pilier de notre réserve dans n'importe quelle ville du plateau. Ici, pour 4 nourritures, on peut déplacer notre architecte sur n'importe quelle ville du plateau. Ici, pour 3 nourritures, on va gagner 2 ressources de notre choix. Et ici, pour 2 nourritures, on va gagner 5 points de victoire. De plus, les joueurs tenteront de ramasser des blasons de différentes familles, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais posséder 2 blasons identiques sur notre plateau marchand. Donc, si on veut remplir les 6 emplacements de blasons, on devra le faire avec 6 blasons qui sont différents. De plus, lorsqu'on aura des maisons qui seront remplies par un blason et des personnages, donc si par exemple je veux bien placer ces 2 personnages-là par la suite, je vais déverrouiller ma maison puisque la maison est pleine de personnages. Mais de plus, lorsqu'on a les personnages plus le blason, on va avoir un effet bonus supplémentaire. C'est ce qui va nous permettre d'aller gagner les jetons points d'action bonus, donc les plus 1, plus 2 ou plus 3 qui sont dans notre zone de jeu et qu'on pourra aller placer dans la roue d'action pour obtenir des bonus de points d'action lorsqu'on fera certaines actions dans la partie. Lorsqu'on remplit la maison avec 3 emplacements, on va gagner le plus 3. Lorsqu'on remplit la maison avec les maisons avec 2 emplacements plus le blason, c'est pour les jetons plus 2. Et les 2 maisons ici avec un emplacement, lorsqu'on va mettre le blason et un personnage, ce sera pour gagner les jetons plus 1. Pour la première maison qui a déjà un personnage d'imprimé, lorsqu'on va placer un blason, on ne gagnera pas de jetons de points d'action bonus pour cette maison. Dans mon cas, je viens de remplir une maison à 2 emplacements avec le blason, donc je vais gagner mon jeton plus 2. Je vais regarder la
sorte de personnage qu'il y a dans cette maison. On voit que c'est l'icône de l'action de marchand. Je vais donc prendre mon jeton de plus 2 et je vais venir le placer vis-à-vis l'action du marchand dans la roue d'action. Donc pour le reste de la partie, à chaque fois que je vais recruter un dé dans la zone du marchand, je vais obtenir 2 points d'action supplémentaires. Ce bonus va seulement s'appliquer lorsqu'on va choisir un dé et on ne l'appliquera pas lorsqu'on va utiliser des tuiles d'assistant comme celle-ci. Donc ça me donne juste 3 actions de marchand. Je n'appliquerai pas mon bonus de plus 2 dans ce cas-ci. Mais mon bonus de plus 2 va s'appliquer si je prends une action de Joker et que je choisis l'action de marchand à copier avec l'action de Joker. À ce moment-là, je vais pouvoir appliquer mon bonus de plus 2 points d'action. Et finalement, le 5e type de tâche sont les assistants, qui sont les tuiles avec un fond beige. Ce sont des tuiles qui peuvent nous donner des bénéfices immédiats comme des actions principales. Donc ici, gagner 2 actions de contrat, 2 actions d'architecte, 3 points d'action de marchand, 1 point d'action de Joker, 3 points d'action du roi et 2 points d'action de personnage. Donc on va pouvoir faire ces actions pendant notre tour de jeu lorsqu'on va dépenser cet assistant et le retirer de la partie. On a aussi certaines tuiles assistants qui vont nous donner des ressources. Donc ici, gagner 3 ressources d'or. Ici, 3 ressources de mon choix. Ici, je vais gagner une laine, un fer, une nourriture et une pierre. Ici, on va gagner 4 points de victoire. Pour les tuiles comme ça, on va gagner le nombre de points d'action indiqués dans l'action qui est en cours du dé qu'on a sélectionné. Ici, on va changer la couleur du dé, donc pour changer la ressources qu'on va gagner avec celui-ci. Et pour cette tuile, on va pouvoir activer, en fait réactiver tous les personnages qui sont dans une de nos maisons. On va réactiver leurs actions bonus immédiatement. Lorsque tous les joueurs ont joué 3 tours de jeu dans la phase d'action, elle va se terminer et on va passer à la phase suivante, qui est la 3e phase, qui est la phase du roi. Premièrement, les joueurs vont gagner des points de victoire de leur emplacement. Donc ici, le joueur vert va gagner 4 points de victoire. Ou on va perdre des points de victoire si on est dans la zone négative. Donc ici, le joueur orange va perdre 1 point de victoire. Ensuite, le joueur qui est le plus avancé sur la piste du roi va gagner la récompense, qui est la tuile bonus qui était à cet emplacement. Donc le joueur vert va gagner cette tuile de contrat et la placer dans son entrepôt. Si jamais on a une égalité pour déterminer celui qui gagne la tuile bonus, qu'il y a 2 jetons au même emplacement qui est le plus loin, c'est celui qui est sur le dessous qui aura priorité et qui va départager l'égalité. On va ensuite refaire l'initiative pour la prochaine manche. Donc le joueur qui est le plus loin sera le premier joueur. Donc si le joueur vert va tomber premier et le joueur orange en deuxième. Et finalement, les joueurs qui sont dans le positif vont demeurer à leur emplacement, mais les joueurs qui étaient dans le négatif vont avancer leur jeton jusqu'à la case 0. Et si jamais ils étaient plusieurs sur la même case, à ce moment-là, ils vont conserver la priorité par rapport les uns avec les autres. On passe ensuite à la 4e phase, qui est la phase de foire. C'est là que les joueurs pourront scorer des points selon l'objectif de la manche s'ils sont présents dans la ville où se déroule la foire. Il y a 2 façons d'être présent dans une ville pour participer à la foire. On doit avoir soit une maison qui se trouve dans cette ville ou bien avoir la présence de notre jeton de marchand. Pour la première manche, elle se déroule toujours dans la ville de Tiletum et comme les joueurs ont une maison en partant dans cette ville, ils sont certains de pouvoir participer à la foire de la manche numéro 1. Par contre, pour participer aux foires pour les manches 2, 3 et 4, ils devront avoir soit une maison ou leur marchand dans la ville qui est représentée dans les différentes foires. Pour marquer les points, on va additionner la valeur qui est sur le plateau plus la valeur qui est sur la tuile foire. Donc ici, c'est 2 plus 2. Donc on va marquer 4 points de victoire par maison qu'on a placée sur le plateau principal. Donc ici, le joueur orange a 2 maisons. Il marquerait 8 points. Et le joueur vert a seulement une maison. Donc il marquerait 4 points de victoire. Une fois que c'est fait, on va retourner la tuile foire de l'autre côté. Et c'est ce qui va nous servir à faire le décompte des manches dans la partie. On voit qu'à la 2e manche, la foire se déroulera à Strasbourg et on va marquer un total de 8 points de victoire par jeton de tuiles de blason qu'on a sur notre plateau marchand. À la 3e manche, la foire va se dérouler à Londres et on va marquer 7 points de victoire par jeton cathédrale qu'on a dans notre zone de jeu. Et la 4e foire va se dérouler à Bordeaux et on va marquer 7 points de victoire par ensemble pilier maison qu'on a sur le plateau principal. Il y a aussi d'autres tuiles foire, on en utilise seulement 4 à chacune des parties, donc on n'aura pas nécessairement les mêmes objectifs aux mêmes manches à chaque fois qu'on va jouer.
Une fois que les joueurs ont marqué les points pour la foire, on passe à la 5e phase, qui est la phase d'entretien. Premièrement, on va prendre des tuiles bonus de la réserve et on va remplir tous les emplacements vides autour de la roue d'action. Si jamais il y avait des jetons que les joueurs n'ont pas pris pendant la manche précédente, ils vont rester sur ces emplacements. On va aussi en placer une dans l'emplacement de la piste du roi pour le joueur qui sera en première position. Les emplacements de tuiles du plateau principal, quant à eux, ne se rempliront jamais. Donc, on a seulement les tuiles qui sont dans la mise en place initiale qui seront disponibles pendant la partie. On va ensuite donner le jeton premier joueur au joueur qui est rendu dans l'initiative en première position. C'est le joueur vert. Il va gagner le jeton de Rose des Vents. On va ensuite prendre les 3 jetons de corruption et on va les remélanger avec la pioche et on va en placer 3 face cachée dans les 3 emplacements pour la prochaine manche. Les joueurs vont retourner leurs dés dans le sac. On va pouvoir les remélanger et les dés restants de la roue d'action vont aussi retourner dans le sac pour la prochaine manche. Et finalement, on va tourner la roue d'action d'un cran en sens horaire, ce qui va changer les valeurs des dés et le nombre de points d'action qui sera attribué à chaque action. Et on va recommencer la deuxième manche par la phase de préparation où on va aller piocher au hasard 8 dés dans le sac pour les lancer et les placer dans la roue d'action. Et on va jouer la deuxième manche, on va pouvoir scorer les points pour la deuxième foire, les points pour la troisième foire à la troisième manche et les points pour la quatrième foire à la quatrième manche. La seule différence avec la quatrième manche, c'est qu'on ne placera pas de tuile bonus sur la piste du roi, mais le joueur qui sera en première position va plutôt marquer une récompense de 4 points de victoire à la dernière manche. Et lorsqu'on a terminé la phase de foire de la quatrième manche, on va passer directement au décompte final des points. Il n'y aura pas de phase d'entretien à la dernière manche. Toutes les étapes du décompte final des points sont illustrées dans le haut du plateau principal. Premièrement, on va regarder le nombre de maisons qui sont remplies de tuiles personnages et qui ont une tuile blason. Pour mon joueur orange, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour 5 maisons, je vais gagner 20 points de victoire bonus. Par la suite, on va regarder le nombre de maisons et on va multiplier ce nombre par le nombre de piliers qu'on a sur le plateau principal. Ceux qui sont encore dans notre réserve personnelle ne comptent pas. Donc ici, j'ai 5 maisons sur le plateau principal fois 4 piliers, ce qui me fait un autre 20 points bonus. Et finalement, chaque 4 ressources va nous donner 1 point de victoire. J'ai 8 ressources restantes, ce qui va faire 2 points de victoire bonus. Il est fort probable que vous utilisiez votre jeton plus 100 points de victoire et même le plus 200 de l'autre côté, que vous pourrez placer sur la case 0 lorsque vous aurez atteint ces nombres de points de victoire. Et le joueur qui a le plus de points de victoire sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui est en premier dans l'ordre d'initiative à la fin de la partie qui va départager l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Tiletum. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Tiletum? Mais après réflexion, je pense qu'il faut le prononcer plus à l'anglaise, Tiletum, parce que c'est un jeu de mots avec tile, les tuiles qu'on utilise dans le jeu. Bref. Tiletum, Tiletum, appelez-le comme vous voulez. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Évidemment, vous le savez, pour ceux qui me suivent, je suis un très grand fan de Simone Luciani, qui est probablement un de mes auteurs favoris pour ce genre de jeu-là, donc jeu de gestion, jeu euro. Fait que j'avais très hâte de pouvoir y jouer. Puis j'adore les jeux euro, généralement, qui vont utiliser des dés à l'intérieur, et c'était le cas pour celui-ci. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de cette bébite ludique-là? Premièrement, on va regarder la production. La production, elle est quand même très bien dans son ensemble. Il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup de choses. Il y a les jetons en bois, les petits piliers, les petites maisons, le marchand, l'architecte. Donc, c'est tous des beaux jetons, une belle production. La qualité des tuiles aussi est assez épaisse. Donc, c'est du bon matériel qu'on a à l'intérieur du jeu. On a aussi quelque chose que j'ai pas parlé pendant la vidéo, mais qui est quand même assez brillant. C'est ces petits jetons-là de points d'action. Parce que vous avez vu dans le jeu, on va avoir un certain nombre de points d'action de l'action principale qu'on a choisi selon notre dé. Et des fois, dans notre tour de jeu, on va un peu perdre le compte du nombre d'actions qui nous reste parce qu'on est allé faire des actions qui sont des tâches, qui sont des actions gratuites, qui nous permettent de faire des choses. Puis là, après ça, on fait un contrat qui me débarre un pilier. Puis là, après ça, je vais aller utiliser un assistant qui me donne 3 actions d'architecte. Là, je fais mes 3 actions d'architecte, je vais placer mon pilier. Puis là, je reviens à mon action principale, puis je me demande...
mais combien d'actions principales qui me restent? Fait que tu peux utiliser ces petits jetons-là qui sont très pratiques parce que si tu as, exemple, 6 actions à exécuter, ben là, tu vas te prendre 6 jetons, puis à chaque fois que tu vas en utiliser une, tu vas les remettre dans la réserve. Fait que tu vas te souvenir, il te reste combien d'actions parce que tu peux faire beaucoup d'interruptions dans ton tour de jeu et aller faire beaucoup d'autres choses à l'intérieur. Fait que c'est vraiment un bel aide-mémoire, bien pensé d'avoir ces petits jetons-là. Je les utilise au moins dans 2-3 de mes tours de jeu pendant la partie parce que c'est des tours justement super explosifs où je fais beaucoup d'affaires, je fais beaucoup d'actions gratuites, je déclenche différentes tâches, puis là, ça fait vraiment des tours comme j'appelle nucléaires. Et justement, les tours nucléaires comme ça, c'est tellement satisfaisant dans ce type de jeu-là d'avoir l'impression d'avoir fait 2-3 tours en un, puis là, on est comme « yes, j'ai vraiment fait un beau combo ». Fait que ça, c'est vraiment le fun, mais il faut les travailler, ces combos-là, il faut les préparer. On fait des actions des fois un peu moins efficaces, mais on va aller chercher quelques tuiles bonus, puis après ça, on combine tout ça ensemble, puis on fait justement notre tour nucléaire où on fait plein d'affaires, juste avant d'aller scorer la tuile d'objectif qui fait que je la score plus fort, puis là c'est super satisfaisant parce que c'est tout le temps des gros points qu'on va scorer dans ce jeu-là. Je fais une cathédrale, je fais 12 points, je fais un contrat, je fais 10 points, puis là j'ai des points bonus, puis là je fais l'autre affaire, puis là je vais débarrer aussi des choses qui vont me donner des points en fin de partie. Je vais penser aux objectifs de fin de manche pour essayer de les maximiser comme je peux, mais il faut que je sois présent dans la ville si je veux en bénéficier. Fait que c'est quand même un gros puzzle de gestion, de planification. C'est le genre de jeu qu'il faut que tu planifies à moyen et à court terme. Ben, court, moyen et court terme. Fait que tu as toutes les strates de planification, puis tu peux pas vraiment faire autrement parce que si tu penses pas à ta fin de game, si tu prépares pas les objectifs des manches suivantes, ben tu pourras pas bien performer dans ce jeu-là. Fait qu'il faut vraiment être conscient que c'est un gros jeu de planification et qu'il faut penser à ce qu'on va faire à la fin de la manche, qu'on je vais faire dans 2-3 actions. C'est quoi la séquence que je veux faire? C'est quoi les actions que j'ai besoin dans cette manche-là pour faire ce que je veux accomplir? Puis comment j'essaie d'aligner ma fin de partie aussi, sur quoi je veux scorer fort? Est-ce que je vais essayer de remplir mes maisons? Essayer d'avoir mes blasons? Est-ce que je veux plus mettre mes maisons puis mes piliers sur le plateau parce que ça va scorer des points bonus, mais en plus, ça va me donner des points à la fin de certaines manches? Est-ce que je veux construire des cathédrales? Bref, tu as beaucoup de choses à penser et à planifier dans Tiletum. Tiletum? Pour l'édition des règles, c'est quand même un livret qui est imposant, mais c'est un livret qui est vraiment bien structuré, vraiment bien fait. Et aussi, M. Luciani, qui fait pas mal tout le temps ça dans tous ses jeux, c'est qu'il y a vraiment plusieurs pages d'annexes à la fin du livret. Donc, on a 4-5 pages d'annexes où on a vraiment les effets de toutes les tuiles bonus, de toutes les tuiles de contrat, tous les effets possibles qu'on retrouve dans le jeu. Fait que c'est facile de s'y retrouver lorsqu'on cherche une information dans le jeu. Sinon, pour un jeu complexe, il est surprenamment simple à apprendre, il s'apprend vraiment bien. Pour moi, ça, c'est un niveau de complexité que j'adore. Je trouve que aller trop haut dans la complexité ou trop, c'est pas nécessairement tout le temps satisfaisant, mais celui-là, il est vraiment dans mon sweet spot de complexité versus toutes les possibilités que tu peux faire, et j'adore le système d'action, comment il est pensé avec la fameuse roue d'action. Cette roue d'action que tu peux faire au hasard avec les tuiles pour pas nécessairement avoir tout le temps les mêmes actions placées les unes à côté des autres. Fait que ça ajoute une belle variété dans le jeu. Et j'adore le système, comment il est fait, parce que c'est ça qu'il faut dans un jeu euro qui a des dés, c'est d'avoir un équilibre entre des résultats qui sont petits et des résultats qui sont grands, pour pas tout le temps favoriser les dés qui ont des gros résultats. Mais dans ce jeu-là, c'est en plein sur le clou qu'ils ont frappé, parce que le système est fait que si tu recrutes un dé qui est haut, tu fais plein de ressources, mais tu fais peu d'actions. Et si tu recrutes un dé qui est bas, ben, tu fais peu de ressources, mais tu fais plein d'actions. Puis c'est vraiment le fun, l'équilibre entre tout ça, puis ce système-là, comment il fonctionne. Tu sais aussi que la roue va bouger à chaque manche, fait que tu peux planifier en conséquence de dire ok, l'action de marchand est vraiment pas bonne parce que dans en faire une à la fois, on ne fait pas avancer beaucoup puis je fais pas grand chose. Fait que je vais peut-être attendre à la prochaine manche, il va être au moins à 2, puis après ça, ben là, si j'ai réussi à placer un jeton plus 2, ben là, au moins ça va valoir un peu plus la peine que je fasse cette action-là. Fait que c'est vraiment un beau puzzle d'action, la façon de faire les actions et de recruter les dés est vraiment très ingénieuse et très le fun. J'aime qu'il y ait un nombre de manches fixe, donc 4 manches, on a 12 actions dans la partie, tout le monde a 12 tours de jeu, 12 dés qu'on va recruter, puis c'est à toi d'en tirer le maximum, ça j'adore ça. J'aime aussi le fait qu'il y a une certaine tension entre les joueurs, même si on n'a pas de conflit en tant que tel avec les autres joueurs.
Il y a une certaine tension dans les tuiles bonus qu'on va recruter sur le plateau parce qu'elles sont en quantité très limitée. Puis c'est ces tuiles-là, justement, qui peuvent te donner plein d'actions bonus, plein de ressources bonus. Fait qu'on a une certaine course à aller les chercher sur le plateau. Même chose avec les personnages qui sont disponibles présentement. Est-ce que je veux vraiment celui-là, est-ce que je vais le chercher tout de suite ou je risque qu'un autre joueur aille le chercher à ma place? Même chose avec les contrats, même chose avec les blasons, parce qu'il nous faut tous des blasons différents. Fait qu'on a une certaine tension qui est là. Puis aussi avec le recrutement des dés. Les dés sont en quantité limitée autour de la roue d'action. Donc là, j'ai vraiment besoin de cette ressource-là. Est-ce que je vais le chercher ce dé-là tout de suite? Ou est-ce que j'attends? Je pense que les autres en ont pas besoin. Je prends le risque d'aller chercher à mon deuxième ou troisième dé. Fait qu'on sent vraiment cette petite tension-là à l'intérieur du jeu. Fait que ça, je trouve ça ajoute un peu de piquant dans ce style de jeu-là. C'est vraiment un jeu de type salade de points parce qu'à peu près tout ce qu'on fait va finir par se traduire en points de victoire ou nous faire scorer d'une façon ou d'une autre. Donc ça, c'est très satisfaisant aussi. On voit que tout ce qu'on accomplit va nous faire avancer et ça reste, dans le fond, un casse-tête un peu d'optimisation, d'essayer de faire les meilleurs choix pour essayer de faire les meilleurs combos, les meilleurs tours de jeu, pour essayer de maximiser toutes ces choses-là. Fait que gros exercice de planification, grosse salade de points avec plusieurs façons de scorer des points dans la partie. Il y a un mode solo de disponible dans le jeu. C'est d'ailleurs un deuxième livret d'instructions d'à peu près une quinzaine de pages. Fait que c'est quand même un gros automat. C'est les automas de David Turczi. Fait que c'est un automat il y a plusieurs étapes de décision à prendre. Et on va marcher avec un petit deck de cartes qu'on va avoir pour pouvoir nous dire ce que le cardinal va faire. Le cardinal qui sera géré par le dos d'un plateau, donc qui est un peu différent d'un plateau de joueurs. Fait qu'on va pouvoir gérer le cardinal comme ça. Moi, personnellement, je ne l'ai pas essayé parce que ça ne m'intéresse pas, mais je sais que c'est un mode solo qui est quand même très bien développé. Monsieur Turczi qui en a fait une expertise dans les dernières années de faire des modes solo. C'est souvent lui d'ailleurs qui fait les modes solo de la compagnie Bard & Dice. Fait que c'est encore le cas. Fait que je pense que si vous aimez les idées derrière ces automas, vous allez apprécier le mode solo de Tiletop. Pour les côtés négatifs, premièrement, au niveau du thème et du visuel, c'est ce que j'appelle un jeu beige, mais vraiment beige. Thème vraiment ennuyant, vraiment plate. Le look du plateau, tout ça, c'est très très beige, très très drabe. C'est pas ça qui va nous attirer vers le jeu, je vous le garantis. Ensuite, le temps de mise en place est quand même très long. C'est souvent le cas dans ce type de jeu-là. On a beaucoup de choses à placer, à démêler. On n'a aucun rangement, c'est vraiment ce que j'appelle le festival du baggies. Donc tout est rangé dans des sacs. Donc il faut trier les tuiles, les séparer, il faut les retourner toutes face cachée, faire nos réserves. On a placé toutes les cathédrales, essayer de démêler tout ça aussi dans un sac. On a les tuiles bonus à placer un peu partout sur le plateau. Il y a beaucoup de choses à placer avant qu'on puisse commencer la partie. Fait qu'un bon temps de setup, donc c'est toujours quelque chose qu'on n'aime pas trop, mais bon, il faut passer au travers si on veut être capable d'y jouer. L'autre gros point négatif, et je l'ai remarqué effectivement en jouant avec quelqu'un qui est daltonien, la couleur des dés, elle est atroce. Donc on a choisi des couleurs vraiment bizarres. On a comme un bleu pâle qui ressemble vraiment au gris pâle versus le jaune. Fait que tu sais, ils sont vraiment très durs à différencier. Puis même moi qui est pas daltonien, j'avais de la misère, je me trompais des fois entre le gris pâle et le bleu pâle et ça ressemble vraiment beaucoup. Donc c'est des choix de couleurs qui sont pas fameux. On aurait dû faire attention à ce détail-là. J'ai joué une partie avec LP qui lui est daltonien. Fait que ça arrivait souvent dans la partie puis il me disait ok, ce dé-là il y a quelle couleur déjà, c'est quelle ressource? Fait que là il fallait que je l'aide parce que justement il était pas capable de différencier les couleurs. Fait que ça c'est quand même un problème dans l'édition du jeu. C'est quelque chose qu'on aurait dû faire attention. Autre chose qui manque dans le jeu, il n'y avait pas d'aide de jeu, donc il y a quand même beaucoup de sortes d'actions dans ce jeu-là. On a 6 actions principales, chaque action principale a comme des sous-actions, de la manière qu'on peut dépenser nos points d'action. On a les tâches qui sont les actions gratuites, on en a 5 types, ça fait beaucoup d'actions à retenir pour une première partie. C'est sûr qu'on va oublier certaines actions gratuites, on oublie justement souvent le fait qu'on peut payer 2 pièces d'or puis les échanger contre une ressource de notre choix, parce qu'on n'a pas aucun rappel de ces actions-là. Et on a des âmes charitables, donc on a des gens qui ont fait des aides de jeu sur Board Game Geek. On salue notre ami Pierre-Marc qui a designé un bel aide de jeu qui est disponible sur Board Game Geek. Si ça vous intéresse, ça aide vraiment beaucoup dans une première partie. Donc c'est encore une fois un manque au niveau de l'édition. C'est le genre de choses qu'on aurait dû penser pour un éditeur d'expérience. Puis finalement, pour le matériel, je vais faire mon petit difficile. J'aurais aimé ça que les ressources, ça soit autre chose que des petites ressources en carton ronde bien ordinaire. Toujours le fun des belles ressources de bois.
Puis les plateaux, ben on aurait pu avoir des plateaux double couche tant qu'à faire dans un monde idéal. Donc c'est des choses qu'on aurait pu améliorer au niveau de la qualité du matériel. Somme toute, Tile Tom, je vais lui donner une excellente note de A. Ça a été mon coup de cœur le mois précédent. J'ai vraiment adoré le système de jeu. Je suis rendu déjà à 4 parties de jouer. J'ai joué souvent à 2. En fait, j'ai joué la moitié de mes parties à 2, la moitié à 4. Et ça fonctionne vraiment bien. C'est sûr qu'à 4, c'est un peu plus long, surtout quand c'est notre première partie. Mais je dirais, une fois qu'on sait jouer, c'est un jeu qui va rentrer en dedans de 2 heures à 4 joueurs. Puis je vous dirais qu'à 2 joueurs, 1 heure, 1 heure et quart. Et généralement, on a le temps de jouer une partie. Fait que c'est quand même assez express, vu que le nombre de tours est limité. J'adore le système de recrutement de dés, le système d'action avec la roue qui balance l'effet des dés selon la valeur. Ça me donne beaucoup de ressources ou peu d'action, ou peu de ressources et beaucoup d'action. J'adore ça. J'adore aussi la carte, le fait de se promener. Il y a souvent ça dans les jeux de Monsieur Luciani. On peut penser à Newton, on peut penser à Marco Polo. Il a repris un peu un système d'objectifs de fin de manche à la barrage, le fait qu'on les connaît tous d'avance, fait qu'on peut les insérer dans notre planification de la partie. C'est le genre de jeu qu'on va avoir des tours vraiment satisfaisants parce qu'on va justement activer plein de tuiles bonus, faire plein d'actions bonus, puis on va avoir des tours nucléaires. C'est vraiment le fun. Le scoring aussi est un peu explosif parce que tout peut venir par nous donner des points de victoire. Donc vraiment une belle découverte pour moi dans les solides jeux euro qui sont sortis en 2022. Donc Tile Tom, ça tombe bien parce qu'il vient d'arriver justement en français au Québec. Donc ça devrait être disponible dans vos boutiques favorites si c'est un jeu qui vous intéresse. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de janvier 2023 dans lequel vous pourriez gagner le jeu Challengers. Donc la question du jour est la suivante. Quel est votre jeu euro favori qui utilise des dés? Vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Puis si jamais vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5$, vous aurez une participation supplémentaire au concours. Donc, bonne chance à tous. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant notre petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon, qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer. Tile Tom? Tile Tom? Qu'est-ce qui sonne mieux? Tile Tom. Tile Tom, le jeu de mots. Eh oui, le jeu de mots avec les tuiles. C'est brillant.